ne marchait pas. Merci d'être là, nombreux, je crois, pour ce nouveau débat organisé sous l'égide de l'ADAGP. Normalement, c'est la directrice de l'ADAGP, Marianne Ferifal, qui devrait vous accueillir, mais elle m'a transmis la mission de le faire et de vous dire que l'ADAGP est mobilisée pendant cette crise. Il y a plusieurs mesures de soutien qui sont référencées sur son site internet, adagp.fr. Par exemple, la DGP a abondé différents fonds d'aide qui ont été mis en place par le Centre national des arts plastiques ou le Centre national du livre, a maintenu le calendrier des appels à candidature de ces aides et bourses. Mais la DGP se projette aussi avec les artistes dans l'après, et c'est pourquoi elle a accueilli cette proposition de ce nouveau débat que je lui ai proposé. Ce débat qui s'appelle « En avant comme avant, l'art au temps de la pandémie », réunit des intervenants que vous voyez déjà dans vos écrans, que j'interrogerai à l'issue de mon introduction et auxquels vous pourrez poser des questions. Donc, je vous invite d'ores et déjà, si vous avez des questions pour l'un ou l'autre des intervenants ou des questions plus générales, à les poser sur le fil YouTube et ensuite on leur transmettra dans la dernière partie de ce débat. Vendredi 13 mars, ça ne s'invente pas, le rideau est tombé sur le monde de la culture, tous les théâtres, les cinémas, les salles de concert, les librairies, les musées et même les galeries ont été priés de baisser le rideau. Depuis, les artistes, mais aussi tous ceux qui contribuent à leur économie, à la réalisation, à la diffusion physique de leurs œuvres sont comme en apnée. Les œuvres elles-mêmes sont devenues des belles au bois dormant, pour reprendre l'expression de Martin Bettenot, le directeur de la collection Pinault à la Bourse du Commerce à Paris, dont la rénovation par Tadawando est achevée, mais qui demeure invisible au public. À Paris, des rétrospectives consacrées à Christo, par exemple, au Centre Pompidou, ou à James Tissot, au musée d'Orsay, ont fermé leurs portes avant même d'avoir pu ouvrir. Comme de nombreux pans de notre vie sociale et de notre économie, la culture est soumise à une avalanche de difficultés sans précédent dont on peine à trouver l'équivalent dans l'histoire. Le 28 avril dernier, cependant, le Premier ministre, Édouard Philippe, a envisagé la réouverture des commerces, dont les galeries d'art. Le monde d'après, enfin, pointe le bout de son nez. Les petits musées aussi pourront réouvrir après le 11 mai. Mais de nombreux acteurs culturels anticipent des difficultés majeures dans l'organisation de leurs événements, dont un retour très progressif du public, notamment touristique, et ont repoussé de plusieurs mois des projets emblématiques, à l'instar, je le disais, de la collection Pinault, mais aussi de l'empaquetage de l'Arc de Triomphe par Christo, qui n'interviendront qu'au printemps ou à l'automne 2021 au mieux. Comme un symbole de la fragilité de la culture, c'est son ministre, Franck Riester, qui a été l'un des premiers personnages publics testés positifs au coronavirus, le 9 mars. À peine remis, en avril, il était auditionné par l'Assemblée nationale et livrait un bien sombre diagnostic. La culture traverse une crise sans précédent. Le Figaro d'aujourd'hui relaye le cri d'alarme d'Alexis Louis Lucas, un comédien qui est également directeur artistique de la compagnie Taxi Brousse, installée près de Dijon. C'est une apnée qui va être très compliquée pour nos métiers, dit-il, qui sont déjà liés à une certaine précarité. Ainsi, le 30 avril, il y a quelques jours, de nombreuses célébrités du monde de la culture interpellaient Emmanuel Macron dans une tribune publiée par le journal Le Monde, déplorant la faiblesse des mesures sectorielles jusque-là annoncées. Voilà leurs mots. Monsieur le Président de la République, cet oubli de millions de gens et des ressources humaines, intellectuelles, rêveuses, qui portent et qu'apporte l'art, l'imaginaire, représentation sensible des expériences de tous, y compris des coups du sort, de la maladie et de la mort, mais aussi des formes de vie qui réparent et qui inventent, cet oubli. Nous attendons que vous demandiez à votre Premier ministre et à vos ministres de le réparer. Nous vous demandons de mesurer la responsabilité qui est ici la vôtre. Signée par des dizaines de personnalités du monde du cinéma, du théâtre ou de la musique, artistes comme professionnels, la tribune faisait la part congrue aux arts plastiques puisqu'elle était signée par un seul artiste, le dessinateur Jean-Luc Bernat. De la même manière, alors que France Inter dédiera demain une journée spéciale à Culture, l'état d'urgence, l'absence annoncée des arts plastiques dans le programme irrite le monde de l'art. Avec une étonnante réactivité, le chef de l'État a immédiatement réagi à la tribune du Monde, assurant aux artistes qu'il les avait entendus et les rassurant sur le fait, je le cite, que l'État continuera de les accompagner, protégera les plus fragiles et soutiendra la création, tout en promettant des annonces concrètes pour après. Alors que tous, professionnels comme amateurs de l'art, nous sommes suspendus à une incertaine sortie de crise, nul ne peut prévoir quand ni comment elle se déroulera, puisque les comportements individuels y joueront un rôle majeur. Après le 11 mai, après le 1er juin, en septembre ou plus tard, qui aura envie d'aller au théâtre pour s'asseoir entre deux spectateurs inconnus? Les acteurs eux-mêmes devront-ils être masqués? Les mises en scène devront-elles prévoir qu'ils gardent une distance physique entre eux? C'est en tout cas ce que préconise un rapport remis vendredi dernier au président de la République par le professeur François Briquet. Alors qu'ils n'ont jamais été fermés, à titre de comparaison, les cinémas sud-coréens
ont accusé au mois de mars et avril une baisse de fréquentation de plus de 80%. Pour ce qui nous concerne encore plus directement, comment les expositions vont-elles être adaptées aux nouvelles exigences de cette vie avec le virus? Comment les artistes et les galeries vont-ils changer leur manière de montrer leurs œuvres et de les vendre? Il y a 2 semaines, déjà, une éternité dans la période actuelle, la respectée galeriste Dominique Lévy, qui évolue entre la Suisse et les États-Unis, émettait des doutes sur la tenue d'Art Basel, qui s'est reportée pour l'instant au mois de septembre prochain, prévenant que ce modèle de grande foire, basé sur le gigantisme et le cosmopolitisme, ne pourrait vraiment reprendre que lorsqu'un vaccin serait à même de rassurer suffisamment visiteurs et exposants. Or, cette perspective est généralement évoquée à une échéance de 18 mois, voire 2 ans au mieux. Au-delà de ces adaptations à court et moyen terme, c'est tout un certain modèle de relation aux œuvres, mais aussi de relations sociales à l'intérieur du monde de l'art qui est mis en crise. Le 1er avril, le galeriste Emmanuel Perrotin mettait en garde dans une déclaration à l'AFP contre un véritable tsunami qui menace l'économie de l'art. Les foires sont dans le collimateur. Il déclarait « On peut dire qu'il y a trop de foires. Il faudrait 4 événements par an où le monde de l'art international se retrouve. » Son confrère Kamel Ménour se livrait pour sa part à un véritable mea culpa dans Le Monde le 27 avril. « Nous faisons partie d'un parcours déraisonné où chaque galerie de taille importante se devait d'investir toujours plus de territoire dans l'espoir de rallier, disait-il, plus de collectionneurs. Aujourd'hui, face à l'arrêt brutal, continuait-il, de la moitié de la planète, force est de se dire que nous avions tout faux. » Dans la même enquête, le méga marchand David Zwirner laissait tomber, les foires ne survivront pas toutes, et c'est peut-être une bonne chose. Foire, mais aussi biennale, tout autant gigantesque et cosmopolite, mais encore exposition muséale blockbuster, comme on dit, c'est tout un modèle industriel mis en place progressivement dans l'univers de l'art, qui semble aujourd'hui se retrouver sur la sellette. Dans une chronique publiée le 10 avril dans Le Monde, le journaliste Philippe Dagen enfonce le clou. La critique du bilan carbone des foires vaut évidemment pour un autre type de manifestation d'art contemporain, les biennales et triennales. On en compte près de 300, de taille et d'importance inégales, dit-il. La plus importante est celle de Venise, avions cargo, jets et yachts privés, fête, surcroît de visiteurs dans une ville épuisée par le surtourisme. Si elle venait à cesser, la perte serait sévère pour le marché de l'art. La création, elle, s'en remettrait très vite. Un certain effet domino menace cet écosystème déjà très fragile. Par exemple, les difficultés du marché de la mode et du luxe vont avoir un retentissement direct sur les ressources propres des musées, largement dépendantes du mécénat, mais aussi de l'événementiel et des galeries, notamment parisiennes, pour lesquelles l'annulation des Fashion Week entraîne des pertes de revenus conséquentes, alors que les locations faisaient partie du business model de nombre d'entre elles. D'ailleurs, l'existence des galeries semble directement menacée. Une étude alarmiste du comité professionnel des galeries d'art prévient qu'un tiers d'entre elles pourrait fermer ses portes, soulignant leur extrême fragilité. 85% d'entre elles emploient moins de 5 salariés et 52% déclarent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 000 euros. Pilotée par le Centre national des arts plastiques et des directions régionales des affaires culturelles, une aide exceptionnelle du ministère de la Culture a bien été annoncée le 18 mars, mais son montant total, 2 millions d'euros, paraît pour la plupart des observateurs bien faible en regard de la situation exceptionnelle, d'autant que cette aide s'adresse tout à la fois aux galeries, aux centres d'art et aux artistes et comprend notamment un fonds d'urgence doté de 500 000 euros, compensant les pertes de rémunération subies par des artistes-auteurs et des commissaires, critiques, théoriciens d'art pour des expositions, des résidences, des commissariats ou des activités de médiation annulées. Pour autant, le monde de l'art lui-même ne reste pas inactif devant les périls présents et futurs qui le menacent, et de nombreuses initiatives ou annonces permettent d'entrevoir des pistes d'évolution, dont certaines sont sans doute amenées à se pérenniser, et c'est ça précisément dont nous allons parler ce soir avec nos intervenants. Comment nos métiers vont-ils être modifiés en profondeur, et notre relation à l'objet d'art, notre passion avec elle. Alors, je voudrais partir sur 4 notions qui me semblent des notions clés aujourd'hui, en tout cas, quand on écoute les acteurs du monde de l'art au sens large, qui semblent être les notions qui vont être les plus importantes demain. D'abord, évidemment, le numérique. Dans la foulée du programme Culture chez nous, le ministère de la Culture a mis en place un nouveau site dédié qui reprend l'ensemble des offres d'opérateurs publics en matière de visites virtuelles d'exposition, accès aux collections, cours d'histoire de l'art, etc. De leur côté, les galeries et les foires ont multiplié ce qu'on appelle les viewing rooms. Les ventes aux enchères, elles, se dématérialisent. Et les artistes ont été également sollicités pour livrer leur vision du confinement sur le site internet de leur galerie, de musée ou de fondation, ou via leurs réseaux sociaux, à l'instar du peintre Olivier Masmonteil, qui égrène régulièrement son journal de la culture sur Instagram, mettant en avant certains de ses confrères. Une autre notion qui revient sans arrêt, c'est l'écologie. Bien qu'elle ne semble pas directement liée au péril écologique, encore que la possibilité d'une origine animale, on en parlera peut-être, du virus amène certains à remettre en cause le déséquilibre grandissant
dans la relation entre l'homme et l'écosystème terrestre, la période actuelle conduit de nombreux acteurs à appeler de leur vœu de meilleures pratiques environnementales dans le champ de l'art et des expositions. Par exemple, dans The Art Newspaper Daily, qui interroge jour après jour des responsables d'institutions, la plupart d'entre eux, et encore récemment, Christophe Leribaud, je crois que c'était aujourd'hui, le directeur du Petit Palais, ou Aurélie Volst, la directrice du Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, esquissent des pistes pour l'avenir. Scénographie réutilisable, limitation des transports d'œuvres, allongement des durées d'exposition, co-organisation et meilleure circulation de ces expositions, recentrement sur les collections propres et les collections nationales. Enfin, la solidarité. Organisée dès le 3 avril, une vente aux enchères impulsée par le collectionneur Laurent Dumas, par ailleurs président de Palais de Tokyo, au profit de l'association Protège ton soignant, a marqué les esprits. Depuis, d'autres initiatives ont pris le relais, mais au profit des artistes eux-mêmes, à l'instar de la décision qu'a pris le collectionneur et mécène Antoine de Galbert de réserver les activités dorénavant de sa fondation de la Maison Rouge au soutien aux artistes. Et il y a également une vente aux enchères solidaires qui est ouverte jusqu'à mercredi sur le site des commissaires-priseurs Rouillac, qui est soutenu par le magazine Artention et le CCE de Centre d'Art du CCED de Tours, pour laquelle des artistes confirmés comme Robert Combas ou Sarah Moon ont offert des œuvres au profit de la Fondation Taylor pour les artistes. Les méga-galeries aussi s'organisent dans le collectif, comme en témoigne le projet Not Cancelled, qui associe 16 galeries parisiennes pour un projet en ligne, ou l'invitation faite par Emmanuel Perrotin à 26 de ses confrères d'investir son espace de la rue Saint-Claude dans la lignée d'invitation qu'avait lancée avant lui David Zwirner à des jeunes collègues new-yorkais d'investir son site internet. Et puis pour finir, la communauté. D'une manière générale, la précarité généralisée remet au centre des préoccupations la communauté à laquelle nous appartenons, et je dirais même les communautés. Ainsi, alors qu'ils étaient plutôt tournés d'habitude vers de gros artistes internationaux, les amis du Centre Pompidou ont annoncé que les bénéfices de leur prochain dîner de gala, transformé en simple cocktail le 22 octobre prochain, seront consacrés à l'acquisition d'un nombre substantiel d'œuvres d'artistes vivants représentant la scène en France auprès de celles et de ceux qui les défendent. De même, le Centre national des arts plastiques a décidé d'organiser, dans le cadre des 2 millions de soutien dont je parlais, une session exceptionnelle de sa commission d'acquisition et de commande et va consacrer 600 000 € à destination des galeries françaises pour des artistes de la scène française qui ont dû annuler des expositions et des participations à des foires pendant la période du confinement. Détail intéressant, ces acquisitions sont explicitement conditionnées à un règlement rapide de leur quote-part aux artistes. Ainsi, alors que certains semblent impatients de retrouver le monde d'avant, ces pistes font aussi naître un espoir raisonné de meilleures pratiques susceptibles de corriger certaines mauvaises pratiques contractées ces dernières années. De nombreux observateurs soulignent, par exemple, que les conditions de visite des grandes expositions dans les musées devraient se retrouver nettement améliorées grâce à une limitation drastique des jauges et à un étalement des horaires de visite. Dans le même temps que les institutions seront amenées à se préoccuper plus de leur public naturel, de proximité, que des touristes, comme ils pouvaient le faire avant. Dans une tribune parue le 24 avril dans le quotidien Libération, l'écrivain et historien Bruno Nassim Aboudra anticipe le retour de 2 manières de s'adresser aux œuvres d'art, si vieilles, dit-il, qu'on les croyait presque disparues. Le mode érudit, une relation non physique aux œuvres, rendue plus actuelle que jamais, dit-il, par les sources inépuisables d'images en haute définition sur Internet, mais aussi la part grandissante du conceptuel dans l'art contemporain, et le mode amateur, soit un choix électif effectué par le regardeur parmi des œuvres disponibles pas trop loin de chez lui. Après tout, souligne-t-il, la majorité des habitants de la planète résident très loin des grands musées. Aussi, il conclut, puisque le monde ne pourra plus affluer vers les grands musées devront désormais se prêter au monde, à peu de monde à la fois, mais à tout le monde. De manière parallèle, le public des galeries et les collectionneurs, d'ailleurs, s'attendent à être mieux reçus. Nous entrerions, prophétise un fin observateur du marché, dans une période plus buyer-friendly, plus pour les acheteurs. Alors, quelle sera la place dans le monde d'après pour les artistes? Pour le marchand David Zwirner, interrogé dans Le Monde du 27 avril par Harry Bellet, la comparaison avec l'univers de la musique fournit une excellente analogie, les amateurs pouvant goûter en parallèle au plaisir des concerts, des disques ou de la radio. Pourtant, selon lui, la plus belle expérience se fait dans un club ou une salle de concert à écouter les artistes en chair et en os. Mais vous pouvez en avoir un très bon avant-goût grâce à toutes sortes de médias, ajoute-t-il. Nos offres en ligne doivent être plus fortes et l'artiste doit y contribuer. Le temps est venu, conclut-il, pour l'artiste d'occuper l'espace en ligne et l'utiliser comme un nouveau médium. C'est excitant. Mais le contraire peut également être prédit par certains, comme Michel Houellebecq, le romancier, qui aujourd'hui même sur France Inter, par la voix d'Augustin Trapenard, disait « Nous ne nous réveillerons pas après le confinement dans un nouveau monde, ce sera le même en un peu pire ». Toujours perspicace, le journaliste Michel Guérin a résumé dans 2 articles successifs du journal Le Monde l'alternative qui semble s'ouvrir à nous.
Le 21 avril, son enquête sur le coronavirus crash test pour le secteur de la culture, co-signée avec Brigitte Salino, citait l'économiste Jean-Michel Tobelem, pour qui le virus est le signe que la chaîne culturelle doit aller vers plus de sobriété. Et Michel Guérin s'interrogeait sur l'avenir. Pourquoi pas une offre plus modeste, qui ne cherche plus les foules et Made in France? Tandis que le 30 avril, au contraire, il rappelait que, du moins dans le cinéma ou dans la musique, des œuvres qui attirent les foules dégagent de l'argent réinjecté ensuite dans une création moins connue ou moins rentable, et mettait en garde contre la tentation d'un repli nauséabond. Reste que, écrivait-il, que si une slow culture se dessine en France, ce sera moins par volonté que par manque d'argent. Parce que le virus aura affaibli, voire laissé sur le carreau, nombre d'acteurs. Le public, lui, aura alors accès à deux champs toujours plus distincts, une culture mondialisée avec des œuvres et artistes qui voyagent via Internet, et une culture de proximité réelle dans des lieux en dur ou des festivals. Comme on le constate, les questions, les angoisses même que la situation actuelle suscite, certes nous concernent tous dans l'exercice quotidien de nos pratiques et de nos métiers, mais débordent largement du cadre de l'art ou de la culture pour convoquer des connaissances et des compétences qui relèvent des champs sociaux, sanitaires, écologiques, de la prospective au sens large, qui nous sont pour la plupart moins familiers. C'est pourquoi, pour ce débat exceptionnel, nous avons la chance et le plaisir de réunir des personnalités que je vais enfin pouvoir vous présenter après cette longue introduction, mais je voulais bien cadrer les termes du débat. Et ce sont des personnalités que nous avons choisies parce qu'ils partagent la particularité d'évoluer entre plusieurs de ces mondes. Ce sont des personnalités du monde de l'art, mais ce sont aussi des personnalités qui ont un avis et des compétences très riches qui vont pouvoir, je pense, nourrir le débat de manière extrêmement intéressante. Designer industriel, Nathalie Crasset, élabore des scénarios de vie qui intègrent toujours Excusez-moi. Donc, je vous disais que designer industriel, Nathalie Crasset élabore des scénarios de vie qui intègrent toujours une dimension très prospective et articulent des préoccupations environnementales et sociales. Ces dernières années, d'ailleurs, sa pratique a largement évolué de l'objet vers l'architecture, proposant depuis plus de 20 ans des solutions concrètes pour mieux vivre ensemble. Et dans son environnement, nous engageons comme elle le fait à vivre en communauté plus serrée et en combattant notre fonctionnement individualiste et en prenant d'autres modes d'habiter, de transmettre, de créer en prise directe avec notre environnement. Ensuite, Bruno Macquart, inspecteur général de la santé. Bruno Macquart est aujourd'hui le président de l'Univers Sciences, qui est l'entité qui regroupe le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences. Mais auparavant, il a dirigé successivement le Centre Pompidou, puis l'agence France Muséum, qui pilotait alors le Louvre Abu Dhabi, avant de devenir en 2013 directeur de cabinet de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine. Il a donc un parcours particulièrement intéressant pour le débat qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis enfin, Didier Sicard, le professeur Sicard, qui est spécialiste des maladies infectieuses, ancien président du comité consultatif national d'éthique, et peut-être c'est moins connu de certains, mais c'est connu de nous en tout cas. Vous êtes également un amateur passionné, un collectionneur d'art contemporain, comme d'ailleurs vos murs le laissent deviner. Vous êtes régulièrement intervenu, monsieur le professeur, dans les débats sur le coronavirus, dès le 27 mars, sur France Culture d'ailleurs, pour déplorer notamment l'indifférence relative au point de départ de l'épidémie et l'abandon de la recherche sur le terrain dans l'environnement des animaux sauvages. Et vous plaidez aussi, je crois, pour la création d'un tribunal sanitaire international. Donc, avec nos invités de ce soir, nous tâcherons d'explorer quelques certitudes et hypothèses relatives à l'évolution de la création au temps de la pandémie, aux conditions dans lesquelles nous pourrons continuer à vivre tous ensemble notre relation à l'art dans les mois qui viennent, et aussi recueillir leurs propositions pour imaginer le monde culturel de l'après. Alors, pour commencer, j'aimerais déjà très simplement peut-être me tourner vers nos invités, me tourner virtuellement vers nos invités, vers mon écran et vers nos invités, pour leur demander comment cette crise qui nous bouleverse, qui bouleverse notre monde, résonne, arrive à un moment dans leur pratique, dans leur vie, par rapport à leurs engagements, comment est-ce qu'ils trouvent que les différentes dimensions de cet événement incroyable résonnent de manière assez personnelle par rapport à leur pratique. Donc peut-être Nathalie Crasset d'abord, si vous voulez bien nous répondre. Donc je voudrais préciser que je suis confinée dans une forêt, parce que j'ai profité en fait de cette occasion exceptionnelle qui m'est offerte pour
refaire un retour à la nature, puisque c'est en quelque sorte comment dire, une invitation qu'on peut faire, qu'on entend souvent, mais qu'on a peu l'occasion de faire. Et donc, j'ai fait cette expérience. On est aussi sous forme d'une communauté, et ça m'intéresse beaucoup. C'est pas simplement une communauté d'artistes, mais simplement une communauté d'une douzaine de personnes confinées ensemble, dans l'idée de regarder justement comment chacun va participer à la vie à ce quotidien et comment chacun va faire un peu évoluer sa pratique au fur et à mesure. Voilà, donc je suis en effet confinée avec la possibilité de continuer à travailler. La plupart de mes travaux sont, on va dire, pas arrêtés, mais plutôt retardés. C'est-à-dire, je peux continuer à travailler la plupart du temps. Donc, c'est une situation qui aussi est assez appréciable par rapport à d'autres artistes parce que je ne dépends pas particulièrement des foires ou d'une galerie. Et donc, j'ai aussi choisi une structure à petite échelle. Je dirais, donc, je dis toujours que je fais du design avec une taille à une échelle artisanale, de façon à pouvoir justement être assez flexible et agile par rapport aux situations. Et là, on est en tout 4 personnes et c'est assez facile de travailler ensemble de façon éloignée et de pas trop en fait comment dire, souffrir de cette situation de confinement au niveau professionnel. Non, moi je crois que c'est plutôt un temps qui est appréciable parce que j'étais dans une espèce de folie, je voyageais beaucoup. J'étais avec un emploi du temps très serré. Je n'avais pas la possibilité je ne voyais pas encore la possibilité de freiner cette multi-activité. Et j'ai eu beaucoup peur au départ de pas supporter, mais en fait, ça fait déjà à peu près 50 jours que nous sommes en confinement et en fait, on s'aperçoit que c'est pas un vide. Au contraire, le vide se remplit d'autre chose et c'est peut-être ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, cette histoire de prendre une opportunité, d'avoir un autre rapport au monde et de prendre acte pour changer des choses profondément. Voilà. Simplement, c'est une occasion qui nous est offerte et on n'en aura pas beaucoup de cette sorte. Merci beaucoup, Nathalie. Je me retourne maintenant vers Bruno Macquart, dont j'ai rappelé un petit peu une partie du parcours à la fois très intéressant, très singulier et qui vous rend, j'imagine, Bruno, particulièrement réceptif à tous ces signaux qui nous sont envoyés sur les bouleversements du monde d'aujourd'hui et ceux qui s'annoncent dans le monde de demain. Alors vous, par rapport à votre pratique aujourd'hui, votre métier qui est de diriger une grande institution qui regroupe à la fois musées, structures qui organisent des expositions chez vous, mais je crois aussi nomades. Comment finalement cet événement est survenu dans votre pratique professionnelle? Bonsoir à toutes et à tous. Je crois comme chacun, la crise nous a pris un peu par surprise. Et même si, ayant déjà pratiqué des crises sanitaires, on est toujours surpris par le cours que prennent les choses, puisqu'on espère que ça va toujours s'arranger. Même si aussi, on sait qu'elles sont par nature imprévisibles et que ce qu'on dit un jour donné peut être contredit le soir même ou le lendemain. Une crise, c'est essentiellement entrer dans une ère d'incertitude absolue. Il faut pourtant bien continuer à avancer, à se projeter. Alors, la première chose, c'est évidemment le 13 mars au soir, nous fermons nos 2 sites au public. Et depuis, les sites sont vides. Et l'ensemble des salariés d'Universcience, ma foi, travaillent à distance. Travailler sans visiteur pour un musée, c'est un peu contre nature, même si, bien évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure avec justesse, le numérique est pour nous un second monde dans lequel nous sommes tous, ma foi, engouffrés et où nous avons tous développé créativité, je trouve, de nouvelles formes d'adresse au public. Mais d'abord et avant tout, c'est un temps qui arrive après plusieurs années
de développement intellectuel de l'univers sciences, à la fois à la Cité des sciences et de l'industrie au Palais de la Découverte, et qui coïncide avec la réflexion sur ce qu'on va faire dans les années qui viennent, puisque on organise, on va dire tous les 5 ans, une espèce d'exercice stratégique, comme font toutes les institutions, et on appelle ça un plan d'établissement, peu importe. Et on était lancé dans la réflexion sur notre projection dans les années qui viennent. Alors évidemment, la crise offre une formidable caisse de résonance à cet exercice, et puis c'est aussi un crash test parce que on vérifie si les sujets sur lesquels on voulait progresser, ma foi, sont des sujets pertinents, plus pertinents, moins pertinents qu'auparavant. Comme on a choisi de travailler dans 3 dimensions, dont certaines recoupent ce que vous avez dit, la durabilité, on pourrait y revenir, je crois. Pour un établissement de culture scientifique qui parle de science, c'est un impératif catégorique de toute première importance. On a aussi choisi de s'intéresser à l'esprit critique, j'y reviendrai tout à l'heure si vous le souhaitez, et puis aussi à l'innovation, puisque dans ce temps d'incertitude, il faut être modeste, innover, tester, créer, comme l'est la science. La science, ce n'est pas un discours de vérité, c'est une recherche de connaissances avec des méthodes extrêmement éprouvées, qui est je teste, pas tout seul en général, je me confronte au mouvement des autres. Si j'échoue, je recommence autrement. On en est un peu là. Merci. Professeur Didier Sicard, vous qui avez vécu avec des travaux, enfin vous avez travaillé et étudié cette question des infections, des épidémies et comment finalement à l'issue de votre parcours, comment cette crise finalement vous a saisi, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous l'aviez imaginé? Un lien très étroit entre la science et l'art. Non pas un art scientifique, ni une médecine artistique, et justement de montrer qu'en dehors de la médecine, il y a la vie. Et il y a une phrase de Churchill qui m'avait beaucoup frappé, à qui des ministres pendant la guerre en 1942 lui disaient mais il faut peut-être faire des économies sur la culture, et Churchill avait répondu simplement pourquoi nous battons-nous? Autrement dit, la finalité de l'art, c'est la finalité de la vie même, et qu'une société qui finirait par se débarrasser de la culture pour survivre finirait par perdre son âme. Et je prendrai un seul exemple. Je me suis toujours vraiment intéressé pour introduire les plus grands artistes dans les hôpitaux, avec beaucoup d'échecs, parce que la société ne comprend pas qu'un hôpital peut avoir un autre besoin que des murs ripollinés. Je prendrai un seul exemple. À l'hôpital Raymond Poincaré, nous avions demandé il y a une quinzaine d'années que Ettore Spalletti, qui est un des grands artistes italiens, fasse une salle des départs, qui est une des plus belles œuvres artistiques que je connaisse. Et au moment où la médecine, par obligation, a fini par abandonner la mort à un espace indistinct, aboutissant à ce que, au fond, cette culture nécessaire du deuil disparaisse au profit d'une efficacité scientifique, m'attriste beaucoup. Parce qu'au fond, c'est pas que l'art s'occupe de la mort, mais l'art a des choses à dire sur la mort. Et que cette salle de départ qui est toujours là permet à ce que les familles endeuillées se recueillent. Et quand j'avais demandé qu'il y ait la même chose à l'hôpital Necker chez les enfants, on l'a refusé en disant qu'on n'avait pas d'argent. Autrement dit, l'impression toujours que l'art coûte cher, alors que l'art, ça apparaît toujours comme un tressage de communication entre les vivants, essentiel à la vie. Et que, au fond, comme notre société est extraordinairement réticente aux interconnexions entre les sciences des animaux, sciences des végétaux, sciences des humains, la même chose, il y a une très grande séparation, hétérogénéité. Ce qui nous arrive n'a pas la même conséquence pour un artiste dans son atelier qui est confronté au temps long et que, au fond, à la limite, ça va lui permettre d'échapper au vrombissement permanent des sollicitations, alors qu'une compagnie de théâtre, un orchestre, c'est dramatique.
une galerie, c'est dramatique. Donc, on ne peut pas rassembler, au fond, l'art. Il y en a qui sont particulièrement heureux et d'autres qui sont dans une situation de détresse absolue. Non, simplement, c'est que l'art me paraît non pas une distraction, mais me paraît même au fondement même d'une vie sociale. Et je trouve que notre pays a toujours tendance à considérer que c'est pour les riches, pour une distraction, les grands opéras, les grands orchestres, alors que, au fond, l'art dans un quartier, l'art dans une petite galerie que l'on découvre avec des prix extrêmement modestes, où chacun a l'impression d'être le premier découvreur, est aux antipodes d'une frénésie du marché où effectivement beaucoup se découragent, on a l'impression que c'est pour un autre monde, pour les traders. Et je pense que peut-être que cet arrêt brutal peut avoir des conséquences probablement désastreuses pour certains, mais peut-être très bénéfiques pour le long terme. Et moi, je suis moins pessimiste que Houellebecq, qui a toujours un regard désespéré. Je pense qu'il peut y avoir une reprise en main et je pense que je suis très sensible à la réflexion de Kamel Menour. Je pense que la réflexion profonde sur la façon dont les productions culturelles vont être beaucoup plus sensibles à un petit nombre et peut-être moins tenté de faire du Barnum. Je trouve que là, il y a peut-être une chance paradoxale dans ce confinement tragique. Oui, en tout cas, vous qui avez une grande habitude de visiter les galeries, les ateliers aussi, je pense, les institutions, vous avez dû voir ces dernières décennies l'irruption dans le champ de l'art d'un échelon industriel, effectivement, qui est symbolisé par ces foires, par ces biennales, par ces kilomètres, par ces gigantismes, par ces grands lieux, par ces fonctionnements extrêmement coûteux, par ces très grands rassemblements qui, je pense, devaient être très éloignés du moment où vous avez commencé à vous intéresser à l'art. Donc, vous avez l'impression que l'époque actuelle va permettre quelque part de faire un peu le tri, de savoir finalement quelle est sa propre relation à l'art et comment on veut la vivre. Oui, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un problème de production. Je me souviens que quand j'allais il y a 30 ans à la foire de Bâle, c'était des découvertes et il y avait relativement peu de monde. On avait l'impression d'être très privilégié, de découvrir des artistes du monde entier. Et peu à peu, j'ai eu l'impression d'aller à une exposition bancaire où ce n'était pas les artistes, c'était les millions d'euros et que c'était des chiffres devant les œuvres. Et je crains un peu que le numérique, à ce moment-là, ce soit un péché de transférer les œuvres sur des écrans, c'est-à-dire de leur donner un coût avec une image restreinte. Au fond, l'œuvre, elle doit être aussi approchée de près, elle a sa sensualité. Et je trouve qu'il y a une approximation. Je me souviens, au fond, comme toujours, on idéalise peut-être le monde passé, mais dans les années 70, quand je me promenais dans les galeries du 6e arrondissement, le 5e, le samedi, j'avais toujours le sentiment de faire des découvertes. Et je revenais, je marquais sur un véritable livre toutes les découvertes que je faisais. Elles étaient accessibles. Les marchands étaient d'une gentillesse extrême. Ils vous disaient, vous pouvez payer en un an. Vous pouvez payer éventuellement 100 € par mois ou par an. C'est-à-dire, il y avait un sentiment qu'on pouvait connaître les artistes et qu'ils n'étaient pas dans des écuries avec des productions comme des stars du showbiz. Tout ça, ce sont des lieux communs. Mais je trouve que quelquefois, une société, quand elle s'arrête brutalement, elle réfléchit, comme la médecine peut-être va prendre conscience que la façon dont elle a traité ses morts est indigne. Même si elle a sauvé énormément de gens, moi je suis épouvanté de la façon dont la médecine a considéré que la mort n'était pas son problème et que la mort, ça pouvait être réduit à un sac en plastique avec quelques cendres déposées sur une table. Et que je trouve que là, il y a une méconnaissance. Alors, vous allez me dire que c'est un peu loin entre l'art et la mort, mais je pense que l'art est ce qui permet d'éclairer la vie autrement que dans l'immédiateté ou dans une science plus-telle performante. Non, mais je pense que c'est tout à fait dans le sujet. Alors, monsieur le professeur, comme vous êtes le médecin un petit peu de notre panel, sans vous demander de prédictions que nul ne peut faire aujourd'hui, mais quand je citais Dominique Lévy qui dit l'horizon pour nous organiser, parce qu'il faut que ce monde
de l'art s'organise pour les semaines et les mois qui viennent. Elle disait, pour voyager, se retrouver, ça va être pour nous, l'échéance, c'est le vaccin, c'est 18 mois, c'est 2 ans. À votre avis, à partir du 11 mai, on sait bien que des choses vont redevenir comme avant, mais beaucoup de choses aussi vont rester comme maintenant, quelque part. Est-ce que c'est une échéance raisonnable, 18 mois, 2 ans, pour penser que peut-être on pourra… Je vous ferai 3 réponses. La première, c'est que c'est raisonnable. On peut avoir des délais beaucoup plus précoces si les projets qui partent sur des vaccins, rougeole, ADN, virus sont efficaces. Alors, à mon avis, pour la fin de l'année, ils seront disponibles. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y aura une révolte. Il y aura des gens qui diront l'épidémie est passée, moi j'ai peur du vaccin, je ne veux pas me faire vacciner. Une société, elle est très versatile. Elle veut le vaccin maintenant, mais quand la maladie a disparu, plus personne ne veut le vaccin. On le sait chaque année pour la grippe. Et la troisième question, c'est que, à mon avis, la question du vaccin n'est pas la bonne question. Parce que, je ne veux pas dire que je suis obsédé par le début de l'épidémie, mais l'indifférence aux conditions d'apparition d'une épidémie par cette proximité plantes, animaux, humains, qui n'est absolument pas travaillée avec les milliards de dollars que les vaccins peuvent apporter, fait que à chaque épidémie, on risque de se reporter la même question. Donc le problème, c'est on arrive comme les carabiniers, pardon pour les carabiniers italiens, mais carabiniers que je respecte beaucoup, mais on peut imaginer que le vaccin va répondre une réponse unique à notre angoisse comme ça d'une population apeurée qui demande au vaccin le salut, comme si, au fond, le salut de l'existence, c'était la médecine au sens total du terme. Alors que réfléchir de façon interdisciplinaire sur vous parliez de l'écologie, mais comment nos conditions de dévastation des forêts au profit de plantations d'arbres fruitiers, de lechis, de soja, créent les conditions de la morbidité. Parce que les animaux, eux-mêmes réduits dans leurs grottes, quelquefois, je dirais que les chauves-souris vivent dans les grottes, mais les proximités avec d'autres animaux fait que la dévastation écologique a une part de responsabilité. Et si on continue à dire le vaccin, le vaccin, le vaccin, comme Molière, le poumon, vous dis-je, je crains qu'on arrive à ce que, au fond, les conditions même du marché, en centaines de milliards de dollars d'animaux sauvages, de bois précieux, comment les moustiques, avec le changement climatique, vont monter du sud au nord et vont nous transmettre des maladies du sud pour lesquelles on dira « Ah, on ne pouvait pas imaginer que les moustiques allaient monter à Paris alors qu'ils étaient à Bangui », alors qu'en fait, il est évident que toutes ces conditions d'environnement sont fondamentales pour la sauvegarde de l'existence. Et le vaccin, il est important, il n'est pas essentiel. Il est une réponse parcellaire à une question qui nous dépasse tous, mon hypothèse actuelle. Ah ben, ça me semble particulièrement intéressant. Je voudrais me tourner vers Nathalie Crasset parce que justement, une des raisons qui nous a fait l'inviter ce soir, c'est que comme je le disais, dans tous ces projets, elle prend en compte cette échelle locale, cette dimension de communauté aussi, cette dimension environnementale. Et donc, je voudrais bien, Nathalie, que vous nous disiez peut-être en quelques mots comment dans vos derniers projets et aussi dans vos projets futurs, je pense notamment à Nefta, au Dari Hotel, que vous avez ancré autour d'une palmeraie, mais aussi des projets d'habitat social sur lesquels vous êtes en train de travailler. Comment vous intégrez justement votre réflexion sur ces questions, notamment environnementales, dans votre pratique? Alors, je voulais juste préciser que le projet artistique qu'on vient d'énoncer d'Ettore Spalletti, ça a été fait grâce à la Fondation de France et un programme qui s'appelle le programme des nouveaux commanditaires. Et ce qui est intéressant, c'est justement les commanditaires. C'est un groupe de personnes qui, normalement, n'ont pas d'intérêt plus particulier par rapport à l'art et qui vont faire acte de commander une œuvre à un artiste. Et c'est ce genre de projet qui me semble en fait très intéressant, c'est-à-dire de sortir les projets artistiques et des galeries et de faire aussi des projets qui sont actifs pour justement agir sur un certain nombre de domaines pour faire société. Moi, ce qui m'apparaît vraiment
ce qui me fait apparaître ce virus, c'est que ce qui révèle, en fait, parce que je pense que il faut prendre ce virus comme un révélateur. On est actuellement tous dans un révélateur et on va sortir une image et on va voir, en fait, une espèce d'image de notre société qu'on va avoir à interpréter tous avec les métiers qu'on fait et dans les contextes qu'on est. Et ce que me révèle le virus aujourd'hui, c'est que nous faisons difficilement société et qu'on fait plus communauté que société. Donc, il y a un problème d'échelle, il y a un problème… et pourquoi il y a un problème d'échelle? Parce qu'en fait, le fait d'une communauté, c'est de faire confiance, en fait, aux membres de la communauté pour déléguer un certain nombre de tâches. Et donc ne pas les faire, mais faire confiance à l'autre. Et aujourd'hui, on est dans une crise de confiance qui est énorme. Et donc la situation est très fragile. Il suffit justement d'un soubresaut pour que tout se décale. On voit que ce virus, en fait, a montré aussi qu'on a perdu en quelque sorte souvent l'idée de réfléchir ensemble, comment on pense ensemble la situation et comment on prend une décision qui fait bon sens, en fait, hein, comment on retrouve du bon sens dans des situations où on est en fait embrigadé dans une complexité énorme. Donc il faut arriver à reprendre ces notions cette idée de se laisser guider par le bon sens. Et puis il y a aussi une espèce de fragilité qui va, je crois, de plus en plus se manifester. Et donc il faut qu'on arrive à retrouver des ancrages où on peut faire des projets ensemble. Alors je voudrais dire que c'est pas simplement la communauté des artistes, c'est une communauté où les artistes sont présents, mais les artistes ne sont qu'un des membres, en fait, de cette communauté c'est ce type de communauté qui est important de parler, et parce qu'on est en fait dans des communautés qui sont trop spécialisées. Il faut retrouver, en fait, l'idée de réfléchir et de travailler ensemble. Alors je sais pas, moi je veux juste donner cet exemple concrètement dans le confinement. J'avais en fait un workshop à donner avec une école à la Haide de Genève, et je leur ai proposé de revisualiser un film qu'on avait un peu oublié qui s'appelle L'An 1. Je sais pas si vous avez vu ce film, qui était assez intéressant, puisqu'en fait, c'est un film qui a été réalisé par Jean Roche, Jacques Doillon et Alain Reiner, rien que ça, en 73. Et en fait, la thématique du film, c'est on arrête tout et on réfléchit. Et aujourd'hui, on est en fait dans une situation où il y a 4 milliards de personnes qui sont arrêtées et qui ont cette capacité de réfléchir. Et on est condamné en quelque sorte à réfléchir. On peut plus faire semblant de pas voir. Là, cette fois-ci, on va se mettre à réfléchir. Et en même temps, le monde, on va dire entre guillemets capitaliste, c'est un peu figé aussi. Donc, je pense que c'est une opportunité pour chacun d'entre nous de regarder comment on peut, en tout cas, décélérer. Ça, c'est sûr, c'est le premier niveau. Mais bien plus que ça, s'emparer en fait de ce moment pour embrasser ce qui nous arrive et qui est peut-être encore même plus fort que cette pandémie. Ce sont les bouleversements climatiques qui arrivent. Et donc, je pense que ce confinement et ce virus nous a révélé en fait que, comme le dit si bien Bruno Latour, la Terre est en train de se dérober sous nos pieds. Et donc, on ne peut que se refédérer autour de projets, autour de terrains pour arriver et atterrir quelque part. Et moi, je trouve que ça, c'est très important de trouver les moyens de réfléchir, mais aussi d'agir sous forme de petite échelle et de petits comités. Alors, moi, j'ai l'occasion de le faire dans certains programmes, et j'ai eu cette chance jusqu'alors parce que je suis convaincue que le design, c'est en fait un outil pour accompagner, un outil pour réfléchir ensemble avec un projet, en concrétisant quelque chose, puisque on a beaucoup de mal à se projeter, on a beaucoup de mal à choisir si on n'est pas embarqué nous-mêmes et si on n'a pas la possibilité de ressentir par soi-même
qu'est-ce qu'apporte une structure, qu'est-ce qu'apporte une logique, une nouvelle logique, etc. Donc, il faut qu'on fasse en quelque sorte un certain nombre d'hypothèses, qu'on les matérialise à notre façon, ensemble, dans un domaine bien particulier, et puis qu'on puisse avancer comme ça de façon très pragmatique. Je pense que l'idée maintenant, c'est de passer à des choses beaucoup plus pragmatiques, plus raisonnables aussi, et de refaire, tricoter les gens ensemble, et justement de participer au fait que chacun va trouver une échelle, un projet pour s'impliquer, parce que beaucoup de gens qui veulent s'impliquer. Après, il faut trouver le cadre de l'implication, et je pense que ces terreaux en fait vont se développer de plus en plus. Je suis sûr que tout ce que vous dites les uns et les autres fait beaucoup réagir en ce moment les internautes. On écoutera leurs questions après, mais il ne faut pas qu'ils hésitent à les poser d'ores et déjà sur le fil YouTube pour qu'on puisse vous les poser dans un deuxième temps. Merci Nathalie. Je rebondis très directement justement pour passer la parole maintenant à Bruno Macquart, qui en introduction introduisait cette notion d'esprit critique. Alors, je pense que c'est très proche aussi d'une certaine manière de ce que Nathalie vient de dire, et je voudrais demander à Bruno Macquart comment est-ce que finalement, avec ces allers-retours que vous avez fait un peu dans votre carrière professionnelle entre le monde de la santé et le monde des musées au sens large, comment cet esprit critique, maintenant que vous êtes là en ce moment à Universcience, donc comme vous l'avez dit, à la tête de la Cité des Sciences et du Palais de la Découverte, comment votre esprit critique finalement vous a fait regarder l'évolution du modèle des musées qui a profondément été renouvelé depuis au moins 10 ans en France, avec les lois sur le mécénat, l'importance des ressources propres, la relation au public, la circulation, comme je l'ai dit, des œuvres, des expositions, même si vos expositions sont des expositions d'un type un peu particulier. Donc, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu comment, justement, dans la perspective de cet esprit critique que vous avez certainement exercé sur votre métier, comment vous voyez ces évolutions qui s'annoncent là pour maintenant? Alors, votre question est vaste, passionnante. Je vais commencer par ne pas y répondre. En vous disant d'abord pourquoi est-ce qu'on parle d'esprit critique, parce que le professeur Sicard a parlé du vaccin et de l'attitude ambivalente, pour le moins, que peuvent avoir nos concitoyens vis-à-vis de la vaccination. Il faut savoir qu'on est un des pays dans lesquels le taux de refus de la vaccination est le plus élevé. Or, la vaccination est scientifiquement prouvé, il est scientifiquement prouvé que c'est un moyen collectif et individuel de se protéger efficacement contre un nombre de maladies dont on mourrait il n'y a encore pas si longtemps, mais on en a sans doute oublié la dureté, même si en France, aujourd'hui, on meurt encore de la rougeole, alors qu'on ne devrait plus voir d'enfants mourir de la rougeole. Alors, on dit ça aussi parce que il y a un sondage qui a montré très récemment que plus d'un Français sur 4 estime que le coronavirus est une fabrication de l'homme. Or, tous les scientifiques nous expliquent que, après étude de ce virus, on peut dire qu'il n'est pas une création. Et pour un musée qui parle de science, évidemment, ce sujet est important. Comment on fait pour parler de science dans un pays où l'expertise est remise en cause et où les infox, les fake news ont acquis, grâce aux réseaux sociaux, une vitesse de propagation inégalée. C'est un sujet majeur qui nous a conduit à nous demander ces dernières semaines comment on parle du coronavirus. On en a parlé, mais on n'a pas parlé que de ça, et comment demain on doit, alors pas forcément parler d'ailleurs, mais être un lieu, et là je rebondis sur ce que disait Nathalie Grassi, être un lieu où se rencontrent des scientifiques évidemment, mais aussi des designers, des artistes, parce que nous faisons travailler quelques artistes à notre modeste mesure, mais quand même des artistes vivants, des architectes, toute une série de gens qui peuvent trouver dans le musée, chez nous, un endroit où débattre. Je ne suis pas là, nous ne sommes pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Nous sommes là pour donner aux gens des clés de compréhension dans un monde compliqué, dans un monde qui bouge. Et si on veut que les gens soient des citoyens, on s'appelle Cité des sciences et de l'industrie, c'est pas pour rien. Si on veut que les gens soient citoyens, il faut leur donner des clés de compréhension. Et j'aime beaucoup le mot que les Québécois emploient pour traduire cet horrible mot de empowerment, qui est plus penser à une centrale nucléaire qu'à un concept élevé, qui est capacitation. Nous sommes des instruments de capacitation. Alors, pour revenir à votre question, le monde des musées, il a à la fois beaucoup changé et pas beaucoup changé. Moi, ce que je le vois comme un écosystème. Nous sommes tous dépendants les uns des autres. Il y a des maillons plus résistants que d'autres, il y a des maillons plus forts que d'autres, il y a des maillons plus riches que d'autres, il y a des maillons plus installés que d'autres, mais nous formons
un écosystème. Et on voit bien que dès qu'on touche à un bout de l'écosystème, ou dès qu'il y a une perturbation, elle se répercute en fait sur l'ensemble du champ. À un moment donné, il va aussi falloir qu'on rappelle que la situation a des conséquences financières importantes. A des conséquences financières pour tous ceux qui sont indépendants. C'est une évidence pour lesquels la précarité est devenue en très peu de temps extrêmement prégnante. Elle aura aussi des effets sur les grosses structures que sont les musées nationaux, les musées subventionnés, parce que l'argent que nous perdons aujourd'hui, faute de visiteurs, avec moins de mécénat et moins de locations, vous le disiez en introduction, eh bien cet argent-là, il va falloir le retrouver, ou en tout cas il va falloir faire sans pour un premier temps. Et donc dans les années qui viennent, nous allons certainement réduire la cadence. Réduire la cadence parce qu'il faut amortir nos coûts, baisser nos dépenses sur le moyen terme. Et par contre, nous allons faire aussi moins travailler les gens avec lesquels nous travaillons dehors, toute une galaxie de scénographes, de développeurs numériques, tous ces 1000 métiers qui aujourd'hui font vivre les musées. Alors, est-ce que ça aura des conséquences en termes de programmation? Est-ce qu'on va plutôt aller avec les blockbusters pour faire revenir les gens, ou plutôt aller vers des propositions plus sélectives? En tout cas, les gestionnaires d'établissements comme le nôtre, nous nous posons des questions importantes sur quelle programmation dans les années qui viennent pour revenir à une santé financière et puis et je reviens à ce que je disais au début, être plus pertinent que jamais dans le monde dans lequel nous sommes. Et comment, quelle place voyez-vous pour le public dans ces évolutions? Est-ce que vous allez vous adresser au même public de la même manière? Sur quoi êtes-vous en train de travailler? Alors, la question du public est une question évidemment majeure pour ceux qui le reçoivent. D'abord, il faut l'étudier. Et on a décidé de mettre un coup d'accélérateur grâce à la crise à l'étude du public en ligne. C'est un public invisible, en fait. On s'adresse à des gens sans les voir. On en est d'ailleurs l'éclatante illustration ce soir, parce que nous ne voyons pas les gens à qui nous nous adressons. C'est quand même pas une situation très confortable. Parce qu'on a l'habitude d'interagir avec des gens qui sont en face de nous, avec lesquels on a une interaction physique. Donc, il faut que nous développions des mesures d'intelligence collective, d'abord comprendre ce que les gens pensent, souhaitent. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on peut, dans l'autre sens, les faire interagir avec nous. Alors, à la Cité des sciences et de l'industrie, au Palais de la Découverte, on a développé toute une série de dispositifs qui permettent en fait, à des visiteurs, au public, d'interagir avec nous sur les contenus dès le départ, en fait. Pas juste attendre qu'on ait fait quelque chose et demander leur avis aux gens. Comment on fait ça en ligne aujourd'hui? Je ne sais pas répondre à la question. Il y a beaucoup de points d'interrogation aujourd'hui. Il faut être très modeste. On a 1000 questions sur notre to-do list. Aujourd'hui, on ne sait pas répondre à énormément de celles-ci. On ne sait pas, par exemple, quand nos portes pourront ouvrir, finir bien par ouvrir un jour, quelle va être l'attitude du public? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il va revenir tout de suite ou au contraire, il va être méfiant? On ne sait pas. On ne connaît absolument pas la manière dont le public va se comporter demain. C'est quand même un élément pour nous majeur de savoir si le public va venir, ce qu'il va vouloir voir, ce qu'il va pas vouloir voir, ce qu'il va vouloir nous dire. En tout cas, nous nous préparons, nous, à plusieurs scénarios différents, parce que finalement, c'est ça la réponse pragmatique. Je crois qu'il faut être pragmatique, à plusieurs scénarios, et puis nous tâcherons de nous adapter en temps réel à la situation, et je pense que dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois, ben, on pourra parler un petit peu plus intelligemment de la situation aujourd'hui, puisque on aura vécu tous ces mois décisifs devant nous. Je pense que presque le plus important est devant nous. Alors, on reprendra rendez-vous pour un débat dans 18 mois, et je me retourne vers le professeur justement Didier Sicard, puisque Bruno Macquart, vous venez de parler des offres numériques que vous développez, que vous allez aussi imaginer pour l'après. Alors, professeur, j'ai une question très simple. En tant qu'amateur d'art, est-ce que dans cette période, ces dernières semaines, vous avez eu l'occasion de vous pencher un peu sur ces offres numériques, celles des galeries, celles des musées, des visites virtuelles, de la réalité augmentée, etc. Est-ce qu'en tant qu'amateur d'art, c'est pour vous un mode de consommation, je dirais,
en tout cas un rapport à l'art. Oui, mais comme des amorces, comme un titre de journal qu'elle a enchaîné le mercredi où on regarde le jeu de mots c'est-à-dire au fond comme oui, des amorces, c'est-à-dire qui permettent de dire tiens, ça c'est probablement intéressant, mais ça aplatit l'œuvre. Mais ça permet au fond de maintenir cette curiosité. Mais ça n'a absolument rien à voir avec l'approche directe des yeux, voire des mains, et que un concert à la télévision n'a absolument rien à voir avec la philharmonie, et donc ou un théâtre, le théâtre filmé, il avait essayé dans les années 50, 60 d'avoir une place intéressante à la télévision, et puis il a disparu. Et maintenant, il revient, mais il n'aura jamais de place. Donc, exactement comme la télémédecine, c'est intéressant la télémédecine. La télémédecine, elle apparaissait comme le sauvetage de la disparition des médecins, de la relation médecin-malade. Et on s'aperçoit que elle est un support important dans les situations d'urgence, mais qu'elle n'arrive pas à supplanter la relation entre un médecin et un malade. Et que un corps, ça a besoin d'être incarné, sa chaleur. Et donc, l'idée qu'on peut transférer un être humain sur un écran est une illusion. Donc, le problème, c'est pas de dire d'être contre ou d'être pour, simplement, c'est que ça donne simplement une capacité de maintenir un lien. Mais ça n'a absolument, à mon avis, rien à voir avec l'art. C'est simplement une approche, je ne dirais pas marketing ou publicitaire, mais les vidéos, ça n'a rien à voir. Une vidéo est une œuvre d'art en elle-même. Mais un tableau envoyé ou une photo envoyée, bon, ça donne une image, mais qui concurrence par une image d'un hebdomadaire. À mon avis, c'est un pis-aller pour maintenir l'existence d'une galerie, par exemple. Mais je pense que ça va créer un sentiment de gourmandise après, quand ça va revenir, extrêmement fort. Et donc, je crois qu'il ne faut pas être toujours dans la désespérance. La désespérance, quand elle est économique, quand des gens perdent leur métier, qui vont être à la rue, ça, c'est épouvantable. Mais tous ceux qui auront la capacité de résister, le monde va redevenir avec effectivement un regard un peu distancié, un peu différent. Et que moi, je crois que l'humanité, elle a toujours des capacités de rebond infiniment plus grandes que les capacités de destruction qu'elle a depuis 200 000 ans. Donc, ça nous permet au fond de réfléchir à ce que serait un drame atomique, où par exemple les gens se diraient de l'iode comme des masques, on n'a pas d'iode, alors il faudrait avoir ah non, il n'y a pas d'iode, on n'a pas fait de stock d'iode, donc ce serait la catastrophe absolue. On dirait qu'il faut anticiper. Il faudrait effectivement que notre société ne soit pas dans une dépression totale, parce que l'art au fond lui permet de retrouver cette force créatrice qui fait que l'humain est tiré vers le haut. Et donc, moi, je suis désespéré pour ceux qui vont mourir au sens économique du terme. Parce que là, je pense que là, le président Macron a vraiment un intérêt majeur à apporter un soutien, et non pas de quelques millions d'euros, mais un soutien absolument majeur, comme Churchill, comme Roosevelt. Le National Endowment for Art en 1932 de Roosevelt, au moment où l'économie s'effondrait, a permis à ce que l'Amérique, culturellement, soit la plus grande pays du monde pendant 20 ou 30 ans. Donc, c'est au moment où tout s'écroule que l'art, au fond, comme une petite flamme, peut repartir de l'avant sans être désespéré. Et ça lui permet, là, peut-être d'avoir les quelques semaines de réflexion qui sont paradoxalement, en même temps, un drame et un cadeau. Alors justement, Nathalie Crasset parlait de ce temps, et vous, professeur Sicard, vous parliez du lien, et je voudrais interroger Nathalie, parce que Nathalie a dit en préambule qu'elle voyageait énormément. C'est pas parce qu'elle a une vie de jet-setteuse et qu'elle voyage de fête en fête ou de destination touristique en destination touristique, c'est Nathalie, parce que vous êtes surtout très intéressée par la question de pédagogie et de transmission, et la plupart de vos voyages,
je crois, sont destinés à des étudiants dans des écoles d'art, de design, dans des universités, où vous allez justement, comme vous savez si bien le faire, comme une mailloticienne, faire des workshops, travailler avec ces jeunes pour les aider à canaliser leur créativité. Vous disiez que vous aviez fait pendant ce temps du confinement à distance un workshop avec la aide de Genève. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter un petit peu aussi avec ces futurs diplômés, avec ces étudiants, de la manière dont ils vivent ça par rapport aux espoirs qu'ils ont pu placer dans leur métier et dans leur formation? On n'est pas trop allé jusque-là. L'idée, c'était plutôt d'analyser ce qu'on était en train de vivre et demander à chacun de se déplacer. Donc, dans l'an 01, il y a une séquence qui est assez belle. Et d'ailleurs, moi, j'utilise beaucoup cette phrase. Je fais toujours un pas de côté. Et dans l'an 01, en fait, la personne est invitée, tout le monde est invité à faire un pas de côté. Et en fait, il se trouve que faire le pas de côté, ben, ça mène à aller taper sur la porte du voisin plutôt que de rentrer directement à la maison. Et ce genre de situation. Donc, en fait, l'idée, c'est aussi ça, c'est de trouver un peu les méthodologies pour arriver à voir les choses de façon différente, à ne pas travailler dans des histoires de micro-évolution, mais plutôt faire ce pas de côté pour arriver aussi à faire en sorte que notre approche personnelle puisse prendre de la force par rapport à des contextes bien particuliers. Bien sûr, on a toujours dans notre travail l'idée d'analyser les contextes, de regarder les situations, mais il y a aussi, je crois, de plus en plus l'idée de retourner à nos désirs. Je pense qu'on est dans une société où on n'a jamais autant parlé de besoin, et je pense que la notion de besoin a été complètement pervertie. Il faut revenir à des choses plus profondes et moi je mets ça sous le terme de désir, des désirs qui sont à la fois très personnels, mais des désirs qui vont justement nous permettre de nous interconnecter et de faire en sorte qu'on va réussir à se fédérer pour construire des choses ensemble. Et donc c'est un peu cette idée de ce que je peux proposer, c'est simplement cette idée de s'ouvrir, d'être conscient qu'on a une part de créativité et d'un aspect sensible qui est à développer chez nous. Mais je dois dire que c'est pas simplement pour l'artiste, pour le designer. Je pense que c'est général. Et en fait, on a toujours dédié la créativité aux artistes, aux créateurs, mais je pense que dans une société, plus la créativité est diffuse et plus en fait elle va permettre justement dans un temps comme aujourd'hui de passer à autre chose. Et moi je pense que je suis assez optimiste aussi parce qu'en France, comme je reviens toujours à ce film qui dit on arrête tout et on pense, et en France ce qu'on sait faire, c'est penser. Et ça, justement, dans mes voyages, dans les pays lointains, à chaque fois que je montre mon travail, ce qu'on me renvoie, c'est cette capacité qu'ont les Français de penser, d'être critique. On en a parlé avant, d'avoir un aspect critique, donc de détailler les choses et de rentrer dans une complexité, de pouvoir penser les choses. Et il faut qu'on retrouve la capacité d'utiliser ce système de pensée qu'on nous envie pour le mettre en application, le matérialiser sur des choses très concrètes et simplement le faire ensemble. C'est ça qui va nous permettre d'avancer. C'est merveilleux. Et d'ailleurs, naturellement, vous m'emmenez vers la conclusion, Nathalie, de cette première partie. Ensuite, on va prendre les questions du public qui, je crois, sont nombreuses sur le site YouTube. Vous parlez d'optimisme. Moi, j'ai lu aujourd'hui une phrase d'un artiste, Christian Renoncia, qui dit « Je suis optimiste. Les optimistes sont des imbéciles heureux, mais les pessimistes sont des imbéciles malheureux. » Donc, j'ai trouvé ça assez drôle et peut-être ça nous emmène vers l'optimisme. Mais en tout cas, puisque j'avais intitulé ce débat « En avant comme avant », en interrogation, la question, effectivement, au-delà du vaccin, la question que pose cette crise, c'est évidemment celle du monde d'après, de ce fameux monde d'après dont on nous parle, en tout cas dans des hommes politiques, nous parle déjà depuis plusieurs années. Donc, je voudrais finir, je pense que Nathalie, vous l'avez fait, mais poser maintenant à deux autres intervenants la question de savoir, pour vous, c'est quoi le monde d'après? Qu'est-ce que vous aimeriez qui change dans le monde d'après ou à quoi vous voudriez qu'il ressemble? Alors, Bruno Macquart.
Je pense que la recherche interdisciplinaire me paraît être une priorité. Elle est totalement négligée en France. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de financement, et quand un projet est déposé à l'Agence nationale de recherche, il est toujours un projet très pointu de biologie moléculaire ou un projet très spécifique, et que la recherche, elle doit être capable de fédérer en même temps des éthologues, des ethnologues, des vétérinaires, des médecins, des biologistes, des pharmaciens, au fond d'arriver à ce qu'il y ait un regard sur le monde plus complexe que cette petite particularisme où on va à chaque fois rechercher un élément et on va oublier l'essentiel. Et moi, je pense que cette épidémie devrait nous montrer que cette recherche désespérée du vaccin, elle est en contradiction, on va mettre des milliards avec la recherche de l'amont. Et que peut-être qu'il faudra un jour que les pouvoirs publics disent, mais il est très important qu'on mette ensemble des chercheurs et qu'on permette au fond d'avoir des regards un peu distanciés qui apprennent de chacun. Et dans ce domaine, j'ai peut-être l'espérance que, à moins que la société soit tétanisée et dise l'argent que pour le vaccin, surtout pas pour autre chose, les médicaments, le remdesivir, etc., surtout pas autre chose, alors à ce moment-là, on tomberait dans la même impasse qu'avant. Mais si on finit par se sortir et on se dire, on réfléchit, qu'est-ce qui nous est arrivé? Peut-être qu'à ce moment-là, on prévoit le futur et c'est un futur extrêmement riche. Moi, j'ai eu pendant ce confinement la chance fabuleuse de lire les 4 tonnes de la correspondance de Pasteur. Pour un temps de confinement, c'est le plus beau cadeau du ciel. Pasteur, comme le disait Trarty, il a fait un pas de côté. Avant Pasteur, on pensait que les microbes, ils arrivaient comme ça sur les détritus. Et Pasteur a dit, ça n'existe pas la génération spontanée. Il a fait un pas de côté et le monde a changé. Et parce que, au fond, il a été capable de sortir du mainstream de son époque. Et c'est ça son caractère génial, et en même temps de l'approfondir et d'avoir été appuyé par les pouvoirs publics. Mais je pense que Pasteur était celui qui allait en même temps dans les champs, voir les vaches, les vers à soie, d'aller voir les moutons, d'aller voir les porcs, d'aller voir les raisins, d'aller voir... Et donc, en même temps, dans son laboratoire le plus sophistiqué, on a oublié ça. Et moi, je pense que peut-être, c'est pas un retour en arrière, c'est simplement l'idée que le monde est toujours un peu plus complexe que simplement au fond d'un microscope ou d'un ordinateur. Et la tentation du numérique, c'est d'aller dans le même sens avec une puissance de 1 million. Mais si on est sur une petite route qui se transforme en autoroute, on ne change pas grand-chose au paysage. Le problème, c'est d'explorer les petites routes inconnues. Merci, professeur Didier Sicard. Alors, Bruno Macquart, je me tourne maintenant vers vous. Quel est votre rêve, finalement, pour le monde d'après? Comment vous aimeriez qu'il évolue? Alors, je vais dire une chose extrêmement banale, mais elle est banale parce que, finalement, on ne la voit plus, on ne la voit que trop. Je vais sans doute provoquer un peu de green fatigue, comme on appelle ça, dans notre milieu, qui est qu'à force de parler de crise climatique, les gens tournent le dos et se bouchent les oreilles. Cette crise nous a montré qu'on était capable, dans un délai très court, de modifier assez profondément nos habitudes de vie, nos habitudes de vie professionnelle. Beaucoup de choses ont changé et individuellement et collectivement, les choses se sont, somme toute, pas si mal passées que ça. Et la société s'est adaptée. On va en vivre les conséquences pendant longtemps, mais la crise climatique, elle est toujours là. Il va falloir que dans les toutes prochaines années, que ce soit le sujet numéro 1 de préoccupation de nos gouvernants, de nos sociétés, de nos artistes, de l'ensemble des forces vives dont nous sommes constitués, la crise climatique, elle va nous conduire à changer nos habitudes. Et finalement, est-ce que le coronavirus n'était pas un peu un galop d'essai pour voir si on était capable de... Je suis assez optimiste parce que je me dis qu'en fait, beaucoup de choses peuvent changer assez vite. Il y a quelques conditions pour ça. En particulier, je pense qu'il faut avoir des débats les plus larges possibles et les plus ouverts possibles, et vous y contribuez ce soir. Mais mon vœu pour demain, c'est que la crise climatique, on s'y attaque
de manière résolue, en France, mais évidemment pas qu'en France, c'est un sujet mondial et un sujet humain, un sujet de notre devenir collectif sur Terre qui nous fait face. Merci beaucoup, Bruno Macquart. Je crois qu'il est temps maintenant de passer aux questions de nos auditeurs, téléspectateurs, internautes. Je ne sais pas comment on doit les appeler. En tout cas, des amis qui nous ont regardés, qui nous ont fait le plaisir de nous regarder jusqu'à maintenant. Je crois qu'il y a beaucoup de questions aussi très pragmatiques, très pratiques, justement, sur comment survivre, comment est-ce que tout cet écosystème de l'art va survivre. Alors là, on va faire appel aussi à vos connaissances et à vos habitudes de visiteurs de galeries réguliers que vous êtes, de musées. Et ben voilà, je pense qu'on peut revenir maintenant directement dessus. Alors. Bonjour à tous, j'entendais mal Stéphane sur la fin. Ah oui, alors effectivement, on a beaucoup de questions, notamment des questions qui font écho aux mots que vous avez prononcés au début, de la solidarité. Il y a des mots qui sont beaucoup revenus pendant le débat, fédération, etc. Et les artistes demandent comment être entendus, comment être diffusés et comment être en fait pris dans un projet collaboratif. Une très bonne question. Je crois qu'il y a beaucoup de projets qu'il faut suivre sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui ouverts, notamment soutien à un artiste, je crois. Il y a beaucoup de projets aussi qui, comme je le disais tout à l'heure, pour des ventes aux enchères comme celle de la Maison Rouillac en Touraine, consiste à trouver de l'argent à la fois pour les artistes et pour justement des projets collectifs. La Fondation Antoine de Galbert, elle passe par des associations d'artistes, des collectifs justement constitués pour, je crois, donner ces bourses. Mais effectivement, sur ces questions aussi du collaboratif, mais plus globalement aussi peut-être de la question de la réponse apportée par la puissance publique. Je sais que ce n'est pas directement sa spécialité, mais puisqu'on a la chance d'avoir avec nous Bruno Macquart qui a des responsabilités dans des cabinets ministériels, je pense qu'il peut peut-être imaginer un petit peu ce qu'on pourrait être en droit d'attendre de la réponse du ministère de la Culture face à cette crise, par rapport à ce qui a été annoncé, par rapport à ce que le président de la République prévoit d'annoncer, mais quelles peuvent être un peu des décisions structurantes pour déjà sauvegarder ces métiers et pour l'avenir de cette filière. Je crois que le ministre de l'Économie et des Finances a donné les premiers chiffres d'utilisation du Fonds de solidarité, j'allais dire multisectoriel. Il a indiqué que la culture avait émargé à ce fonds à hauteur de 50 millions d'euros. C'est une première réponse. Les mécanismes de soutien peuvent être nombreux. Pour qu'ils marchent, il faut qu'ils soient simples, faciles d'accès, pour que ceux à qui ils se destinent ne soient pas confrontés à des démarches administratives trop compliquées, trop longues, trop fastidieuses. Et puis, il faut qu'ils soient massifs. À un moment donné, il faut être simple et massif. Je crois que c'est une des clés de réussite de dispositifs de soutien. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'État a très largement décidé de soutenir un certain nombre de secteurs. Le secteur de la culture, les artistes se sont très récemment fait entendre, vous l'avez rappelé en introduction, et il n'y a pas de raison de penser que cet appel ne trouve pas écho pour les jours qui viennent. À côté de ça, il y a des initiatives privées qui peuvent être évidemment tout à fait complémentaires et puis plus pertinentes pour certains types d'interventions, mais je pense que l'État a un rôle important à jouer, il commence déjà à le jouer, puisque ce qu'on peut dire, c'est que le monde de demain, il a commencé aujourd'hui. Demain, c'est déjà aujourd'hui, en fait. Alors, je vais me tourner aussi vers le collectionneur, Didier Sicard. Professeur, vous avez parlé de vos habitudes dans les galeries, etc. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est que beaucoup d'observateurs je parlais de communauté dans l'introduction, parlaient aussi d'une forme de responsabilité que les collectionneurs allaient peut-être, dans un avenir proche, à partir de maintenant, se sentir vis-à-vis de la communauté des artistes, des galeries, tout cet écosystème économique qui est autour d'eux, et que finalement, ils vont se rendre compte que c'est très important d'avoir ce tissu autour d'eux, qu'ils vont avoir à cœur d'y participer. C'est aussi ce que
je le disais, laisse supposer les réactions comme celle des amis du Centre qui décident de porter cette année leur soutien vers la scène française. Est-ce que ça vous semble pour vous en tant que collectionneur quelque chose de naturel et de souhaitable? Oui, tout à fait, parce que au fond, le collectionneur, s'il est digne de ce nom, n'est pas un accapareur. Il est un partageur et donc il a les liens étroits avec les artistes et il a à cœur de pouvoir les aider sans forcément en tirer un bénéfice personnel, parce que au fond, le collectionneur a une jouissance transitoire des œuvres qu'il aura écoutées, qu'il aura achetées. Mais je pense qu'il y a toute une part de responsabilité et qui fait que je pense que la solidarité entre collectionneurs et créateurs est non seulement souhaitable, mais qu'elle devrait être mise en jeu, parce que au fond, s'il n'y a pas de créateurs, il n'y a plus de collectionneurs, et donc je pense qu'il y a tout à fait une vision peut-être un peu utopique, mais je pense qu'elle peut avoir sa place, une nouvelle solidarité. Alors maintenant, je vais poser une question aussi à Mathieu Crasset, parce que je crois que sur le fil Facebook, des gens déploraient qu'il n'y ait pas d'artistes dans le débat. Je pense qu'ils n'ont pas vu que Mathieu Crasset intervenait ce soir et nous avait fait le plaisir de nous rejoindre, les designers comme Nathalie, et qui plus est, Nathalie en plus a un artiste extrêmement développé et un goût personnel pour les arts plastiques, mais Nathalie est une artiste et elle est d'ailleurs représentée par la DHGP à ce titre, elle est tout à fait légitime pour représenter les artistes, je voulais le dire quand même ce soir, mais justement, même si Nathalie l'a dit, elle n'a pas fait le choix du marché de l'art, des galeries, des pièces limitées, des commandes spéciales très chères, c'est pas vraiment ça peut être des pièces limitées dans une relation avec des artisans, parce que il y a des contraintes techniques particulières, mais ça n'est pas une volonté de vivre dans ce marché. Néanmoins, je voudrais poser à Nathalie une question plus générale sur les artistes, parce que je l'ai souligné dans mon introduction, et c'est vrai, j'ai été fort surpris pour ma part que le Centre national des arts plastiques annonce que ces acquisitions de 600 000 euros seraient conditionnées au fait que les galeries payent les artistes. Et j'étais étonné dans le sens, pas étonné d'ailleurs, que justement, est-ce que la période qui s'ouvre, on peut l'espérer, va aussi avoir un certain rééquilibrage au profit des artistes, ou en tout cas une place des artistes qui serait peut-être mieux considérée à l'aune de ce qu'ils apportent à la culture, parce que c'est eux qui en sont la source, comme le rappelait le professeur Sicard. Oui, mais ça ne serait pas simplement une reconnaissance au niveau pécunier, il y a aussi une reconnaissance du rôle de l'artiste en général. Moi, je voulais juste préciser que par rapport à l'idée de collectionner des œuvres d'art, mais c'est la même chose quand on va aller acheter son pull-over, son jean. Je pense qu'on a le même type de responsabilité et on se doit maintenant d'avoir ce type de logique, c'est-à-dire de regarder autour de soi, est-ce qu'on a la petite entreprise qui se bat pour continuer à produire en France et à donner des objets de qualité. Je pense que c'est la même chose. Ça fait très plaisir en fait d'acheter puisqu'on connaît les gens, on connaît les efforts qu'ils font, on connaît les produits. Et ça sera la même chose avec la relation d'un artiste. On peut aller soit directement ou soit via une galerie, mais une galerie qui au contraire va mettre en avant, ouais, qu'il y a une espèce de rééquilibrage qui va se faire en effet, et tout ça à des petites échelles en fait. Je pense que ce qui porte confusion, c'est ces échelles énormes qui fait que petit à petit on ne comprend plus rien, on n'arrive pas à discerner qui fait quoi et l'approche de chacun en quelque sorte, et donc on va revenir peut-être à des choses plus simples, d'aller simplement pourquoi pas voir autour de soi, toquer à la porte de l'artiste et aller dans son atelier, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'aller voir comment il pratique son art et la façon dont il vit tout simplement, et comment il arrive justement avec l'art à transcender cette vie, et comment l'art peut lui apporter au quotidien et par conséquent comment elle peut apporter aussi aux autres.
moi, je vais reprendre une phrase de Robert Filiou. L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et là, on est dans une situation où, quelque part, l'art peut non seulement rendre la vie plus intéressante, mais nous ouvrir à un type de vie qui va nous permettre d'affronter les échéances et les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Bien, justement, ça c'est très intéressant parce que beaucoup de gens qui suivent ce débat se posent la question de comment chacun à sa place peut participer à rendre ce monde de la culture, ce monde de l'art de demain plus vertueux. Bruno Macquart, tout à l'heure vous avez parlé vous êtes celui qui a parlé de cette galaxie de métiers qui est autour de vos institutions et que vous contribuez largement à faire vivre. Alors, je voudrais vous poser une question très précise par rapport à ça parce qu'il y a eu des débats dans le monde d'avant. Encore récemment, par exemple, sur la rémunération très faible que certaines grandes institutions nationales pouvaient accorder à des critiques d'art pour les textes qu'ils leur commandaient. On a vu des grands critiques étrangers renoncer à leur rémunération en disant c'est indigne, c'est même pas un dédommagement digne de ce nom, etc. Est-ce que vous, en tant que directeur d'institution, vous justement avez peut-être déjà et peut-être vous allez amplifier quelque part une charte écrite ou non de bonnes pratiques vis-à-vis de l'ensemble des métiers qui gravitent autour de vous? Les métiers avec lesquels on travaille sont différents d'un musée à l'autre. Les musées d'art font évidemment travailler des restaurateurs, font travailler des socleurs, toute une famille de métiers artistiques ou pas artistiques que nous ne faisons pas nous travailler à la Cité des Sciences et de l'Industrie ou au Palais de la Découverte, sinon de manière plus marginale. Il nous arrive de passer des commandes à des artistes vivants, puisque Nathalie Tracé en est un exemple, puisqu'elle a réalisé chez nous une œuvre qui est d'ailleurs à la vue de tout le monde, puisqu'elle est dans l'espace extérieur. Donc chez nous, la problématique est assez simple. Nous rémunérons tous nos intervenants, quels qu'ils soient, parce qu'il est important que chaque peine ait son salaire. Pour autant, nous attachons au concours de toute une série d'experts, de grands scientifiques qui, eux, ne se font pas rémunérer et donnent de leur temps. C'est un cadeau qu'ils font à la collectivité à travers nous, qui donnent de leur temps, de leur savoir, de leur expertise pour nous aider à avoir un propos qui soit évidemment scientifiquement juste. Je tiens à les saluer parce que ils sont nombreux, ils sont pas forcément convoqués dans les débats sur la culture ou sur l'art, mais nous savons pouvoir compter sur de très nombreuses femmes et hommes de science passionnés par leur métier et persuadés que de faire connaître leurs travaux à la collectivité fait partie de leur mission de scientifique. Et ces gens-là, souvent un agenda extrêmement compliqué et chargé, travaillent avec nous et donc pour le public de manière désintéressée, parce que le désintéressement, c'est aussi une valeur importante. Mais très concrètement, je voulais aussi vous demander si, comme d'autres institutions qui l'ont annoncé, vous allez essayer de supporter les intervenants qui sont concernés par des reports, par des annulations de projets, pour essayer d'amortir pour eux les conséquences de cette crise. Écoutez, nous travaillons à la fois avec des petits intervenants et des gros intervenants, chacun a des cas particuliers. On est en contact avec un tissu assez serré de petites et de moyennes entreprises. On va essayer de maintenir le flux de nos commandes et en tout cas de répondre aux sollicitations qui ne manqueront pas, j'en suis certain. Amélie, peut-être d'autres questions de la part des gens qui nous suivent? Alors, il y avait beaucoup de questions sur les revenus des artistes, la stabilité de cette économie qui inquiète énormément le public. On avait une autre question aussi. Voilà, est-ce qu'on peut approfondir sur ce sujet déjà? On en a déjà beaucoup parlé, mais est-ce qu'il y a une possibilité de mettre d'autres actions en place? Comment vous imaginez Et on a notamment des questions sur les galeries et les artistes. Peut-être.
Écoutez, il aurait peut-être fallu en plus inviter un galeriste ce soir pour répondre aux questions, mais je pense qu'effectivement, c'est aujourd'hui les galeries, les artistes qui s'organisent pour solliciter leur réseau, et je crois que la presse s'en fait aussi largement écho. J'ai parlé de quelques projets caritatifs ou à vocation de soutien immédiat aux artistes qui sont relayés dans la presse et dans les médias. Donc, je pense que c'est plutôt par capillarité que ces initiatives se font connaître. Ça pourrait être une bonne idée, effectivement, que peut-être soit l'État s'en fasse le relais, soit qu'un site ou un portail organise un petit peu. Bruno Macquart disait tout à l'heure, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit massif, il faut que les gens trouvent l'information. Je pense que c'est plutôt, je renverrai la question à des responsables qui nous écoutent et qui pourraient effectivement structurer un petit peu toutes ces initiatives et fédérer pour les rendre visibles. Donc, d'autres questions peut-être? Alors, il y avait une autre série de questions qui était comment sensibiliser le public, puisque cette période de confinement a créé un manque chez le public de sorties culturelles. Est-ce qu'on peut imaginer pour après une autre forme de sensibilisation, et notamment peut-être une autre forme de sensibilisation du statut de l'artiste? Voilà. Je vais me tourner peut-être vers le professeur Sicard, qui est celui qui a dit qu'il avait envie de retourner dans les galeries, envie de retourner voir de l'art, peut-être envie aussi d'acheter, de soutenir les artistes. Quel est vous, en tant que collectionneur, justement, vous l'avez un petit peu dit sur le fait de supporter les artistes, de leur permettre de travailler, puisque finalement les collectionneurs financent la recherche et le développement des artistes. Hein, c'est un peu eux qui sont à la base du financement de ce système. Est-ce que vous êtes sollicité, vous, en tant que collectionneur, en ce moment? Comment vous allez réagir à partir du 11 mai et au-delà? Oui, mais j'ai l'impression, peut-être un peu fausse, que quelquefois les artistes sont exploités au profit des galeristes, et donc avec des prélèvements absolument considérables, et que peut-être il y aurait un effort à faire pour que les propriétaires de galeries redonnent une part plus importante aux artistes pour qu'ils vendent moins cher, et par conséquent les prix sont devenus prohibitifs pour la plupart des citoyens. Moi-même, je ne peux plus acheter. Donc, il faudrait arriver à ce qu'il y ait un meilleur équilibre, et non pas une course en pensant qu'une œuvre à tant de milliers d'euros vaut mieux qu'une œuvre à quelques centaines ou 1 ou 2 000 euros. Et donc, il y a une idée que le marché a fini par donner son propre tempo, et que peut-être les artistes souffrent paradoxalement de cette envolée, et que la plupart ne sont pas dans les galeries prestigieuses. Donc là, il y a peut-être un effort de réflexion à faire pour que les artistes soient mieux rémunérés par les galeries. Par conséquent, que l'œuvre coûte moins cher, et peut-être en vendant plus, ils gagneraient mieux leur vie. Donc, mais moi, je ne suis pas compétent. Il ne faut pas que je sorte de mon terrain de compétence, parce que je dirais des bêtises. En tant que collectionneur, vous êtes tout à fait compétent. Et d'ailleurs, j'en profite pour citer parmi effectivement plein d'initiatives, un programme qui me semble très intéressant sur Instagram, je crois, qui est le hashtag Les Amis des Artistes, qui porte bien son nom. Et je crois que c'est les artistes qui mettent en vente directement des œuvres à des prix, je pense, spécialement étudiés, parce que je vais passer plusieurs œuvres très intéressantes d'artistes que je connais parfois, des quelques centaines d'euros. Et je crois que c'est un programme comme ça pour inciter un petit peu des collectionneurs, mais aussi des gens qui peut-être justement, vous le disiez, professeur, pensent que collectionner, ça veut dire disposer d'une fortune considérable, ben que ces gens voient que dès quelques centaines d'euros, on peut acheter une œuvre originale d'un artiste vivant, et on peut rentrer directement en contact avec lui, on peut soutenir sa création et sa démarche. Et donc, je conseille à nos auditeurs de suivre ce hashtag des Amis des Artistes sur Instagram. Une autre question, peut-être? Alors, peut-être la dernière question pour faire synthèse, puisqu'on parle de l'après, quelle bonne pratique, en quelques mots, pourrait être envisagée, mise en place par tout l'ensemble du système culturel et de ses acteurs pour permettre aux artistes de vivre de leur art, tout simplement? C'est une bonne question. Peut-être que Nathalie Crasset peut encore donner une petite piste. Je pense qu'il y a un problème d'appropriation aussi, c'est-à-dire que
on a beaucoup parlé des galeries, mais il y a aussi d'autres façons de rencontrer l'art. Dans ces moments de confinement, je pense qu'on n'a jamais autant lu, par exemple. Je pense que tout le monde a lu, je pense que tout le monde a… Il y en a qui se sont mis, je pense, à repeindre, à faire de la céramique, on a regardé des films, bien sûr. Donc, on voit que la culture, elle est là, et j'espère que pour un certain nombre d'entre nous, et en tout cas ça veut dire aussi que quelque part, on va s'apercevoir de ce petit supplément d'âme qu'apporte la culture au quotidien, et que petit à petit, on va s'ouvrir un peu plus à ces notions. En même temps, c'est un processus qui est assez long, qui demande aussi, comment dire, souvent d'avoir quelqu'un qui nous guide, quelqu'un qui nous conseille. Donc, en fait, ces interfaces, en fait, elles sont peut-être en manque. Je pense beaucoup, et ça veut pas dire simplement des lieux. Souvent, quelquefois, c'est souvent une personne qui va nous orienter, qui va d'un seul coup nous permettre de nous ouvrir pour être plus curieux. Donc, c'est assez compliqué en fait, mais je pense que ça passe par là, ça passe par l'idée que chacun ait une connexion directe avec l'art, et c'est comment dire, un réseau d'intérêts développé, et parmi ces intérêts, comment dire, personnels, on a aussi un type d'art bien particulier, et on va être plus proche d'un certain nombre d'artistes, de pratiques artistiques, et ça va venir en fait fortifier notre vie et nous permettre d'avancer. Donc moi, je fais le pari que les artistes aussi vont se faire en quelque sorte les émissaires d'un certain nombre de notions clés pour nous accompagner dans ce monde nouveau qu'il nous faut créer. Et j'espère que l'art va servir à ça aussi dans un futur proche. Merci beaucoup, Nathalie. J'ai un peu dévié Crasset. la question, j'ai pas complètement répondu. Non, je pense que c'était parfait. Nathalie nous dit pour conclure, chacun est une connexion avec l'art. J'aime bien cette conclusion. Donc, si vous le voulez bien, je vous propose qu'on se quitte sur ces propos de Nathalie. Je voudrais remercier très chaleureusement nos trois intervenants, Nathalie Crasset, Bruno Macquart, le professeur Didier Sicard, qui ont accepté aussi de donner leur temps à l'invitation de la DAGP et à mon invitation pour nous éclairer sur cette vie d'après. Est-ce que ça va revenir en avant comme avant? C'est quoi notre relation à l'art au temps de la pandémie? C'était la question de ce soir. Je remercie toutes les équipes de la DAGP et de ses prestataires qui ont rendu ce débat un petit peu particulier, ce débat confiné possible. La directrice de la DAGP, Marianne Terrifal, qui a toujours le souci des artistes et des questions qui les intéressent dans une perspective d'avenir. Je remercie tous nos auditeurs qui nous ont suivis jusque-là, et je leur donne rendez-vous pour un prochain débat qui sera peut-être confiné, déconfiné, physique ou virtuel, mais en tout cas, nous aurons plaisir à converser avec eux et devant eux. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci Stéphane. Merci à vous.